Bien, je voudrais vous accueillir pour ce séminaire de la chaire de médecine expérimentale. C'est pour moi d'ailleurs le dernier séminaire de mon exercice en tant que professeur de médecine expérimentale ici au Collège de France. Et pour cette raison, j'ai souhaité aborder un sujet plus large que le sujet sur lequel j'ai travaillé pendant très longtemps, à savoir l'hypertension artérielle et plus particulièrement les facteurs endocriniens qui contrôlent le niveau de la pression artérielle, la fonction rénale et la fonction cardiaque. J'ai vu en effet qu'au fur et à mesure des dernières décennies, il y a eu des changements importants en matière de conception de la prévention du risque en médecine. Et je me suis dit qu'un séminaire avec une approche plus systémique sur les problèmes médicaux que j'ai pu aborder de façon plus focalisée au cours de ma carrière était sans doute souhaitable. Et c'est pour ça que ce séminaire a été créé sur la prévention du risque en médecine, une approche populationnelle à une approche personnalisée. Alors nous sommes dans un monde qui vieillit, malheureusement. La bonne nouvelle, c'est que nous gagnons 6 mois d'espérance de vie, grosso modo, tous les 2 ans. C'est un monde où le type de maladie, le type d'affection qui nous touche change, à savoir que deviennent de plus en plus prévalentes les maladies chroniques, dégénératives, le cancer, par rapport aux maladies infectieuses qui ont dominé l'espérance de vie et la mortalité lors des siècles précédents. C'est un monde qui est en même temps de plus en plus exigeant sur la qualité des soins, sur la mise à l'abri du risque de maladie. On peut presque parler d'une obsession de la santé, ni douleur, ni vieillesse, ni mort à l'extrême. Et donc la prévention est quelque chose qui touche chacun des citoyens, chacun d'entre nous, dans la mesure où elle permet, dans la mesure du possible, d'éviter les affections et de retarder la mort. Alors, le titre « Prévention du risque en médecine d'une approche populationnelle à une approche personnalisée » n'est pas parfait. D'abord parce que populationnel est presque un néologisme. Et je pense que le titre en anglais est plus révélateur de ce que nous allons réellement traiter. C'est-à-dire de la prévention en médecine qui est fondée au départ et toujours sur une vue populationnelle, c'est-à-dire sur une approche fondée sur l'analyse des populations, à progressivement une approche idéale qui est fondée sur les caractéristiques propres d'un individu dans son environnement. C'est évidemment cela que chaque médecin souhaite et chaque patient espère, à savoir une prévention à la carte et un traitement à la carte. Alors, la prévention nécessite d'être définie. Pour l'OMS, c'est l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents. Et on distingue classiquement 3 types de prévention que je vous indique brièvement. La prévention primaire, c'est celle d'ailleurs dont je vais parler dans cette introduction, qui cherche à éviter l'incidence, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle maladie dans le cadre de la prévention en général, avec comme ambition ultime, bien sûr, éventuellement la suppression de toute maladie. En fait, il n'y a qu'un exemple dans la littérature médicale d'une suppression de maladie, vraisemblablement, qui est celui de la variole, grâce à la vaccination, les derniers cas de variole datant déjà de plusieurs décennies. La prévention secondaire cherche à diminuer les suites et la gravité d'une maladie déjà déclarée ou à dépister plus tôt la maladie dans une population qui présente un risque important de développer précisément l'affection en question. Et la prévention tertiaire vise à empêcher les complications, les rechutes d'une maladie. Et donc je vais, dans cette brève introduction, essayer de balayer avec vous de façon historique la mise en place de cette démarche de prévention en m'appuyant entre autres sur le domaine cardiovasculaire qui m'est familier. Alors, il est intéressant de voir qu'il y a un peu plus de 100 ans a été promulguée une loi d'hygiène publique en 1902
À la suite des graves épidémies de peste à Marseille au XVIIIe siècle, s'est constitué un Conseil supérieur d'hygiène publique qui, progressivement, a fait promulguer avec l'État cette loi d'hygiène publique qui comportait plusieurs titres de mesures sanitaires générales, rendant responsable le maire, déjà, qui avait la lourde tâche d'assurer donc l'hygiène dans sa commune. C'était une médecine collective dans la mesure où les propositions qui étaient faites dans cette loi impliquaient une vue collective de la médecine avec des moyens qui étaient détaillés, avec des dépenses qui étaient obligatoires pour les communes à assurer afin d'assurer l'hygiène et des pénalités au cas où ces mesures n'étaient pas respectées. L'exemple en est, entre autres, la vaccination antivariolique qui était, il faut le dire, obligatoire. Il y avait 3 vaccinations, première, 11e et 21e année. Et d'autre part, une hygiène qui allait jusque dans les immeubles pour vérifier l'état sanitaire afin de s'assurer que la population ne courait pas de risque. Les succès ont été indiscutables. La tuberculose a régressé avant même que n'apparaissent les antituberculeux. Ce qui est à la base de la réflexion d'Ivan Illich, comme vous le savez, avec notamment son livre Némésis médicale, 1975, qui est quand même un point de réflexion sur ce que les médecins font d'un côté, la médecine avec toute sa gloire, et de l'autre côté, les mesures d'hygiène collective que je viens de décrire. Un siècle après cette loi est venue la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui a été fondée sur les États généraux de la santé et qui met en avant, bien sûr, les droits des malades, mais aussi la qualité du système de santé. Et la prévention est impliquée naturellement dans cette loi. On rappelle que la prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents. On reprend donc les termes de la prévention primaire, secondaire et tertiaire de l'OMS. La prévention doit favoriser les comportements individuels et collectifs afin de réduire le risque de maladies et d'accidents. Et à travers la promotion de la santé, la politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé. Cette loi insiste sur la mortalité évitable, notamment, encore une fois, en stigmatisant les comportements individuels à risque, tabagisme, obésité, alcoolisme, sida, etc. De là, toutes les campagnes qui ont été initiées et qui continuent toujours à l'heure actuelle. Et d'autre part, sur les systèmes de soins, avec notamment le dépistage, aussi bien pour les maladies cardiovasculaires chroniques que pour, par exemple, les cancers chez la femme, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du côlon aussi, avec les mesures que vous connaissez qui seront discutées au fur et à mesure de la journée. Ceci est important. En France, rappelez-vous simplement qu'il y a chaque année 60 000 morts imputables directement au tabagisme, 60 000 morts cardiovasculaires imputables au tabagisme, ce qui est quand même considérable. Il y a environ 170 000 morts annuellement en France de maladies cardiovasculaires, mais presque le tiers imputable directement au tabagisme. Quelques mots sur les premières études historiques. Certainement, la vaccination générienne sera discutée. Sachez simplement que c'était pratiquement la première cause de mortalité au XVIIIe et XIXe siècle et que donc ceci fut un tournant indiscutable lorsque Jenner a mis en route les premiers vaccins contre la variole en 1796 et précisément cette année-là, il y a eu 14 000 morts de variole à Paris. Il y a eu 22 vaccins qui ont été développés au cours du XXe siècle, une explosion. J'ai cité ici Semmelweis, que je trouve être un exemple remarquable pour la prévention du risque infectieux à la fin de la grossesse, au moment de l'accouchement. Il a démontré de façon formelle l'importance de l'asepsie chez
les gynécologues obstétriciens et chez les sages-femmes, de façon randomisée, si je puis dire, une clinique où on se lavait les mains, une autre où on ne faisait pas, une surmortalité dans la seconde, et une persécution de Semmelweis. J'étais en Hongrie il y a peu de temps, invité par l'université de Semmelweis. La mémoire est forte encore de ce médecin qui est devenu fou, littéralement, et qui a été conspué par ses confrères et qui est mort à Vienne. Et puis, nous passons avec le XXe siècle à une autre épidémiologie qui a été réellement fondée sur des études d'épidémiologie prospective, observationnelle, et notamment mise en route peu de temps après la guerre, en 1948, à Framingham, par le NIH, une étude géniale sur laquelle nous vivons toujours, alors qu'elle n'était destinée au départ qu'à surveiller une génération dans cette petite ville au nord de Boston. Je signale au passage, je viens de l'apprendre, que Bill Cannell, qui a été un des grands initiateurs de cette étude, est décédé au mois d'août. Et Bill Cannell, nous lui devons beaucoup. Parce que, en mettant en évidence que l'hypertension artérielle, le tabagisme et l'hypercholestérolémie étaient des facteurs qui pouvaient entraîner des accidents ou la mort cardiovasculaire, cette étude a permis la mise en place de traitements médicamenteux de ces facteurs de risque. Hypertension en 70, hypercholestérolémie en 85 pour les démonstrations, et donc un progrès considérable. Alors, aujourd'hui, la prévention s'applique à un nouveau contexte médical, je dirais. Les maladies infectieuses émergentes existent certes, le sida, le prion et d'autres maladies encore, la grippe aviaire. Mais ce qui domine aujourd'hui, ce sont les affections chroniques dégénératives, les cancers. Et là, je pense que nous pouvons bénéficier des éléments de la recherche fondamentale pour avoir une vue plus précise sur les déterminants de la santé des individus. Et en fait, le médecin de prévention peut être à la limite débordé par un excès de données biométriques, biologiques, de marqueurs génétiques. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais le thème des biomarqueurs, par exemple, qui fleurit à l'heure actuelle, est un sujet particulièrement intéressant, mais qui nécessite évidemment une analyse extrêmement critique. Il en est de même des marqueurs génétiques. Il y a un bluff, littéralement, sur un certain nombre de ces données, qui sont sous-tendues par les intérêts financiers. Mais un bluff, littéralement. Alors, je ne parle pas des prédictions un petit peu trop rapides, mais vous en verrez un exemple dans un instant pour la génétique. La prévention et le suivi individualisé des patients devient donc en grande partie, je dirais, possible, en sachant toujours que c'est une approche statistique, avec donc une marge d'erreur qu'il faut savoir analyser. Néanmoins, se mettent en place des scores de prédiction d'une maladie. Par exemple, pour les maladies cardiovasculaires, grâce aux études observationnelles de Framingham, on peut, avec des algorithmes de prédiction, essayer de prédire la probabilité de survenue d'une affection cardiovasculaire mortelle ou non dans les 5, 10, voire à plus long, 10 ans, voire à plus long terme. Et d'autre part, l'autosurveillance, la télémédecine, ce qu'on appelle l'e-santé en général, permet d'individualiser aussi et le diagnostic, et le soin, le traitement et la surveillance. Donc un contexte qui change radicalement. Je voulais simplement revenir un tout petit mot sur la génétique et la prévention personnalisée. Ceci sera discuté cet après-midi. Et il est important de bien voir qu'il faudra voir secteur par secteur parce qu'on ne peut pas généraliser. Néanmoins, il est vrai que la découverte, la séquence du génome humain en 2000-2001, telle qu'elle a été révélée par les institutions publiques, le NIH, mais aussi privé, Craig Venter, a fait penser à un moment donné qu'on pourrait prédire individuellement le risque de survenue de maladie en associant en quelque sorte les variants génétiques personnels à la probabilité de développer une maladie
je m'intéresse là aux maladies qu'on appelle polygéniques, c'est-à-dire qui impliquent plusieurs gènes, les maladies complexes, je ne parle pas des maladies monogéniques. Et donc d'avoir une prévision à la carte. Et c'est quand même intéressant de voir que Francis Collins, qui a énormément participé à ce programme du génome humain, à une conférence de presse au NIH en l'an 2000, disait je souhaite vous faire la prédiction que avant 10 ans ou durant ces 10 prochaines années, nous aurons la possibilité de vous offrir à chacun d'entre vous, disait-il aux journalistes, de vous donner les conditions particulières issues de l'analyse de votre génome qui permettront de prédire votre susceptibilité à développer un diabète, une hypertension artérielle, une maladie cardiovasculaire. En 2012, aujourd'hui, Francis Collins ne pourrait même pas dire cela. Donc, non seulement on n'a pas réussi à faire cela, mais il ne pourrait pas le dire parce que nous sommes incapables, pour être francs, et c'est un sujet que Xavier Jeannette abordera cet après-midi, je pense, dans le domaine cardiovasculaire, nous ne sommes pas capables de le dire. Ce qui ne peut pas dire qu'encore une fois, dans la thérapeutique personnalisée des cancers ou dans la pharmacogénétique, on n'ait pas fait des progrès importants, ce sera discuté, mais pour la prévention primaire des maladies dégénératives chroniques complexes, nous ne sommes pas capables, à l'heure actuelle, de pouvoir donner des éléments de prédiction fiables. Alors, il y a des incidences et des conséquences évidentes de toute cette réflexion sur la prévention qui seront discutées notamment cette matinée. Implications financières, création de nouveaux marchés, avec des industries de santé qui ont évolué considérablement, des industries alimentaires qui se sont engouffrées dans ce qu'on appelle les alicaments, ou les aliments santé, si je puis dire. Les assurances santé doivent tenir compte de tout cela pour revoir la manière dont ils peuvent calculer la prime en fonction de l'individu. Et naturellement, des problèmes d'économie de santé se posent de façon extrêmement importante. Et le domaine de l'économie de la santé est pour moi un domaine extrêmement important. Et ceci sera discuté aussi tout à l'heure, notamment par Claude Le Pen. Je crois ce qui est intéressant, c'est que le médecin n'est plus un médecin qui, dans le colloque singulier auquel nous tenons tous, toujours, ne peut plus ne pas tenir compte de tous ces éléments que je viens de brosser rapidement. Et donc, la prévention doit être considérée comme une approche multidisciplinaire dont devrait pouvoir bénéficier le médecin, à savoir des progrès des sciences fondamentales, de la médecine, des sciences humaines et sociales, et notamment des sciences économiques, démographiques, épidémiologie, anthropologie, sociologie. J'en passe. Et en fin de compte, le décideur, c'est le politique. Et sa tâche n'est pas simple, puisque il va falloir qu'il analyse, synthétise, et qu'en fonction des possibilités financières, il prenne des décisions de mesures de prévention. Donc, la politique de santé ne peut s'appuyer qu'après l'analyse complexe de tous ces éléments que je viens d'indiquer. Je voudrais terminer en disant que quelque chose de nouveau se pose à nous et qui sera abordé en fin de matinée notamment par Malcolm Lowe de Londres, qui est ce que je pourrais essayer d'appeler l'extension de la prévention primaire à une population entre guillemets normale. Pourquoi ? Pendant un temps, nous avons vécu sur le fait qu'il y avait les normaux et les malades, le normal et le pathologique, et une dichotomie en quelque sorte simple à faire entre des gens qui seraient clairement normaux pendant en tout cas un certain temps de leur vie et à qui on ne ferait aucune mesure de prévention, et des patients dits pathologiques, affectés d'hypertension, de diabète ou d'autres maladies. Mais en fait, quand on regarde les relations entre, par exemple, la pression artérielle et, d'autre part, la mortalité cardiaque ou la mortalité d'accident vasculaire cérébral, eh bien, vous voyez qu'il y a une relation continue entre le niveau de la pression artérielle et, d'autre part, les accidents mortels, accidents vasculaires cérébraux ou accidents coronariens. Et ceci est vrai
à tout âge. Vous voyez ici qu'il y a une linéarité entre le niveau de la pression artérielle et la décennie 50-59 ans. Et évidemment, à un âge plus tardif, 80-89 ans, vous avez un surcroît d'accidents vasculaires cérébraux ou de mortalité coronarienne, mais là encore, il y a une relation linéaire. Et la relation linéaire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un moment donné, il n'y a pas de lien entre les chiffres de pression et d'autre part ces accidents. Dès le chiffre de 12 cm de mercure, 120 mm de mercure de pression artérielle, vous avez déjà un surcroît, vous avez déjà cette relation qui s'établit, et on considère habituellement que le chiffre de 140 mm de mercure est le chiffre à partir duquel on dit que quelqu'un peut être hypertendu. Vous voyez qu'entre 120 et 140, néanmoins, si on est exigeant pour éviter un accident cardiaque ou vasculaire cérébral, eh bien, il y a là une zone pour laquelle se pose la question du traitement. Et donc, le seuil d'intervention thérapeutique est quelque chose qui évolue, puisqu'on a démontré cette relation linéaire. Ça ne veut pas dire qu'il faille traiter tout le monde, mais en tout cas, il faut être alerté sur le fait que personne n'est protégé parce qu'il a 130 ou 140 mm de mercure, même à un âge jeune. Ceci dit, le risque de développer est très faible. Le risque absolu est très faible. Et donc, c'est là que se pose toute la complexité pour la décision du politique de mettre en œuvre ou non une intervention. Les choses changent parce que nous avons maintenant des médicaments qui sont remarquablement bien tolérés, les génériques qui sont peu ou très peu coûteux. On estime qu'à l'heure actuelle, avec une association de médicaments qui permettrait théoriquement de réduire la mortalité cardiovasculaire, notamment dans les pays en voie de développement, on est à un coût journalier de 20 centimes de dollars. Donc, encore moins que 20 centimes, c'est un peu plus que 20 centimes d'euros. Un peu moins, pardon, un peu moins. Merci, monsieur l'économiste. Aujourd'hui, on ne sait pas demain, effectivement. Ce serait $1 pour nous, en pays occidentalisé, ce type de traitement. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour brosser rapidement ces questions qui vont maintenant être abordées de façon beaucoup plus détaillée et savante par mes différents collègues. Donc je remercie beaucoup d'être là. Ce colloque est enregistré. Il sera ainsi possible pour vous de le retrouver sur le site web du Collège de France, collègedefrance.fr. Je dois dire que nous avons énormément de podcasts qui sont téléchargés à partir de ce site et que l'auditoire d'aujourd'hui va bien au-delà de l'auditoire physique. L'auditoire des internautes est nombreux. D'autre part, ce colloque sera aussi traduit en anglais, ce qui permettra une diffusion en pays anglo-saxons. Donc, je remercie encore une fois mes collègues et je donne la parole avec un tout petit peu de retard à M. Henri Léridon. Henri Léridon est directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques à Paris et il a été le premier titulaire de la chaire annuelle développement durable du Collège de France. C'est donc un ancien collègue que j'accueille avec grand plaisir ici. Et il va vous parler de la prévention dans la transition épidémiologique.